Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité, Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors votre parcours vous a conduit à aller depuis 1971, presque 55 ans, 54 ans, à l'autre bout du monde pour voir des guerres ignorées ou oubliées. Puis alors vous publiez Nuit Blanche, un livre très personnel, un livre d'introspection où vous évoquez vos insomnies, où les fantômes et les combats de votre vie apparaissent, réapparaissent. Alors Bernard-Henri Lévy, pourquoi ce livre et pourquoi maintenant? C'est vos mémoires? C'est le début de mes mémoires, oui. Ouais. C'est la... Ça sera en combien de tomes, les mémoires? il y aura, comme là c'est le début et que c'est un vrai livre, il y aura quelques tomes. Mais c'est en effet, c'est la décision d'écrire l'autobiographie. Le début de l'autobiographie est là, dans Nuit Blanche. Qui commence la nuit. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir, Bernard-Henri Lévy? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Le fait qu'il faut veiller sur le monde, le fait qu'il y a quelque chose d'immoral dans le sommeil. Et en fait, vous êtes mieux. Quand vous réfléchissez bien, ouais. Les gens qui dorment et qui dorment trop bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de presque immoral? Ah bon? Il y a de la souffrance autour de nous, il y a du malaise, il y a du malheur, il y a des drames, etc. Et puis on s'endort. Est-ce que c'est vraiment du sommeil du juste? J'ai jamais compris cette formule. J'ai l'impression que vous avez toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été insomniaque. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait, enfin, j'exagère, mais une part de moi a toujours pensé qu'il y avait une sorte de devoir d'insomnie. Voilà, un devoir de vigilance. Et comment vous faites pour tenir? Donc un devoir d'insomnie. Pour tenir, je dors quand même. Ah. Bien sûr. Et vous vous couchez très tard. Alors, je dors peu, mais je dors. Vous détaillez dans ce livre ce qui vous a permis de dormir, ce qui vous permet d'ailleurs de dormir depuis que l'alcool, le whisky ou la vodka, ça a été abandonné par vous. Donc vous avez toujours été insomniaque, et puis quand on lit page après page, ou toutes les 5, 6, 10 pages, il y a un médicament qui apparaît. Vous avez fait des études de pharmacie ou de médecine? Vous exagérez là. Non, il n'y a pas de temps. Il y en a plein que je ne connaissais pas. Hein. Pas toutes les... Ah ben non, mais ça c'est vrai que je suis assez expert, oui, ça je connais. Et vous parlez de la pharmacie Benisti, c'est ça? À Neuilly? Il y avait un pharmacien, mais en effet, quand j'habitais chez mes parents, qui me fournissait en substances diverses. En vérité, il ne s'appelait pas Benesti. Il avait un autre nom. Hein? Il avait un autre nom, mais je l'ai déjà évoqué dans un livre précédent qui s'appelait Comédie. Et ma petite maman m'avait supplié de changer son nom. Elle voulait. Oui, c'est ça que vous indiquez. Elle voulait pas que je laisse son vrai nom. Ouais. Et donc, j'ai enlevé le vrai nom, que je ne révélerai pas ici à ce micro. Et je l'ai appelé Benesti. Il me semble que c'est à côté de Positano. Mais vous dites votre petite maman. Oui. Hein? On va en reparler. Votre petite maman. Oui. C'est émouvant d'entendre ça. Ma jolie maman. Hein? Oui, vous dites qu'elle était très belle. Elle était très jolie. Oui. Très jolie. Et puis, on parlera de ses livres. Donc, vous avez répondu à cette question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui vous a rendu insomniaque depuis toujours? Je vous dis, une espèce d'anxiété fondamentale. Anxiété pour... je ne sais pas comment vous dire, anxiété pour mes proches, anxiété pour le monde autour de moi, et puis anxiété pour moi-même. Je pense que tous les insomniaques qui nous écoutent savent qu'il y a quelque chose qui a rapport aussi à la peur de la mort dans l'insomnie. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peur de la mort, on va en parler, parce qu'il y a une question précise là-dessus. Mais je vous cite. Hein, mes amis morts ne sont pas des présences mais des absences tragiques. Je pense beaucoup à eux. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Je n'ai aucune réponse et je prends garde à ne pas les faire parler. Alors, qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, voilà, et ils sont évoqués dans le livre. C'est aussi bien... je parle pas des êtres les plus chers, je parle... Bon. On va parler de votre père, de votre maman. Mais sinon, non, il y a des grandes figures que j'ai croisées dans ma vie. Voilà. Parlez de tout ça. Philippe Solers, grande figure qui me manque, qui est très présent dans le livre, avec qui je dialogue d'une certaine façon. Il y a une grande figure qui est Benny Lévy, qui a été un ami aussi retrouvé, approché à plusieurs moments de ma vie depuis mon adolescence, et qui revient aussi dans ce livre, et alors pour certains, comme un fantôme. Voilà, et pour certains fantômes, vous n'indiquez pas le nom, mais juste l'initiale, pourquoi? G, par exemple. Hein? Oui, ça dépend lesquels. Quand c'est des personnages... Ou A. A, c'est autre chose.
Ouais, ça n'a rien à voir, c'est ma elle est femme. toujours là, elle est toujours là, mais voilà. Elle est là. Elle, c'est un des personnages principaux du livre. Elle est là tout le temps. Mais je ne sais pas, G, par exemple, il s'appelle André G. Oui, André G, oui. André G. Donc tout le monde comprend, je crois, que c'est c'est André Glucksmann. G, mon frère en nouvelle philosophie. Ouais, bien sûr, Tout le monde comprend que c'est André Glucksmann. Et c'est une manière probablement dans le récit, dans le roman, dans le récit, de souligner la familiarité, de ne pas lui donner son nom solennel. Et je crois que vous parlez du petit G. Du jeune je, G. je parle de... Oui, bravo. Hein. Il y a Glucksmann l'ancien et Glucksmann le jeune. Hein, voilà. Comme Tarquin l'ancien, Tarquin le jeune, ou Tarquin le superbe. Et on pourrait dire comme Lévi l'ancien, Lévi le jeune, Antonin. Vous parlez, c'est d'ailleurs très précis sur je lui. Je cite, mais vous citez même sa circoncision. Mais mon fils, oui, exact. Hein mais mon fils, dans sa circonscription à lui, est grand. Il est grand. Il ne fait pas du tout la même chose que moi. C'est un grand avocat. C'est un grand avocat et je crois qu'il est un des ténors vraiment du barreau aujourd'hui. Oui, les auditeurs vont comprendre que c'est un livre très personnel. Ah oui, très personnel. C'est moins qu'on puisse dire. Et donc, où je raconte ma vie. Voilà, et un livre en forme d'hommage aussi à Ariel Dombasle. Sans elle, vous ne seriez pas le même? Naturellement. Vous savez, quand on vit avec une femme depuis 20, 30, 40 ans... Il faut le faire, hein. Non, mais ça veut dire quelque chose. Ouais. Et comme en plus je suis un homme libre... Qu'est-ce que ça veut dire, un homme libre? Un homme libre, ça veut dire que et elle est une femme libre, si ne nous aimions plus, vous iriez ailleurs. Nous ne serions plus ensemble. Bah voilà. Oui, voilà. Hein? Il y a des couples qui sont ensemble, pas parce qu'ils sont, je ne sais pas, obligés par la pression sociale. Pas parce qu'il y a fusion, pour autre chose. Parce qu'il y a, si, peut-être fusion, mais pas l'habitude, pas la pression sociale, mais vraiment l'amour. Alors vous êtes en face de moi, hein, on voit des images d'ailleurs sur le site de Radio J, et comme d'habitude, vous avez cette chemise blanche avec ce col très particulier et cette veste noire. Et vous êtes tout le temps habillé comme ça. Vous le dites dans le livre. Pourquoi? Je dis dans le livre que c'est un costume de rabbin. Mais vous avez un qualificatif à rabbin. Je dis deux choses. D'abord, je dis trois choses. D'abord qu'il n'y a rien de plus simple, premièrement. Oui. Chemise blanche, une veste noire, rien de plus. Hein. Deuxièmement, il n'y a rien de plus simple pour un juif, puisque, encore une fois, c'est ainsi que sont vêtus les rabbins. Et je dis troisièmement que je n'ai jamais très bien compris pourquoi les gens en faisaient une telle histoire, honnêtement. Parce que ça fait... vous savez très bien pourquoi ils font une telle histoire, parce qu'ils disent, même sur les champs de bataille, il a sa chemise blanche et sa veste noire. Oui, mais quand il n'y avait pas encore de champ de bataille, déjà, on disait BHL est son éternelle chemise blanche. Et même, je raconte ça dans le livre, j'évoque cet épisode il y a très 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 longtemps dans ma jeunesse, où justement, comme j'en avais marre, je vais chez Bernard Pivot à la télévision avec un t-shirt noir, et le lendemain, j'ouvre le journal et je vois un article, BHL et son éternelle chemise blanche. Voilà. Oui. Alors, ça, c'était juste anecdotique, mais dans ce livre, la présence, l'évocation de votre maman, votre petite maman, de votre père, de votre frère Philippe, hein, dont vous parlez douloureusement pour la première fois, hein, et de votre sœur Véronique, sœur d'ailleurs, devenue catholique. La famille, ça représente quoi pour vous? Et est-ce que la transmission, c'est essentiel pour vous, Bernard-Henri Lévy? La transmission, c'est essentiel, oui, absolument. Pour le juif que vous êtes, sans doute. Pour le rabbin que vous êtes. Pour l'homme que je suis d'abord, et pour le juif que je suis aussi. Une vie réussie, une vie de juif réussie, c'est une vie où la transmission s'est faite. Voilà. Et j'ai un fils et j'ai une fille. Et dans les deux cas, j'ai le sentiment que la transmission s'est faite. Et vous avez des petits-enfants aussi? Et j'ai des petits-enfants. Et la transmission? La transmission, on verra, ils sont encore petits, mais pour les aînés en tout cas, dont je suis très fier, qui apparaissent dans le récit, notamment une de mes petites filles, oui, elle chemine sur la même route, clairement. Vous avez combien de petits-enfants? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux? Ah oui. Ça fait mignonne. J'ai 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. J'ai 6 petits-enfants. Et l'aîné de ces 6 petits-enfants, qui est une jeune fille, très brillante cagneuse, me fait dire que la transmission s'opère au-delà de la première génération. Elle est dans la lignée.
Oui, Hein, je le crois. elle est dans la lignée. Je le crois. Alors, votre père, c'est à la fois la France libre et la participation à l'aventure des brigades internationales en Espagne. Sans votre père, sans les leçons, les paroles de votre père, est-ce que vous serez sans doute pas le même Bernard-Henri Lévy qu'on connaît? Et l'ombre de votre père, elle est en vous. Évidemment, comme tout le monde, la différence peut-être, c'est que je l'assume. La différence avec beaucoup, c'est que je l'assume, je le pense et je sais exactement ce qui, en moi, vit de mon père. Voilà, c'est pas juste une idée vague. Et c'est quoi alors? Parce que c'était aussi un industriel, hein, votre père. Oui, c'était aussi industriel, mais c'était pas ce qu'il avait de plus fondamental. Ce qui est Mmh. fondamental, c'était ses valeurs, c'était ses engagements, c'était son sens de la grandeur, c'était sa souveraineté personnelle, qui s'exerçait aussi bien sûr dans son métier, mais qui allait bien au-delà. Et de tout ce que je viens de vous dire, je me sens tributaire et je me sens endetté. Qu'est-ce qu'il vous disait des brigades internationales? 38 Barcelone, 1938. Très peu de Barcelone. choses, parce que comme tous les gens, comme tous les héros, comme tous les gens qui ont fait des choses héroïques, il en parlait très peu. Mmh. Donc je l'ai recomposé, tout ce qu'il a fait, je l'ai recomposé un peu avec lui, beaucoup sans lui, et même parfois il en était agacé, quoi. Il ne voulait pas m'encombrer de sa mémoire. Voilà. Il ne voulait pas vous encombrer de sa mémoire. Et puis, c'était votre père. Il n'aimait pas que d'autres vous imposent des choses, comme son frère. Hein, et les bains, il me semble. C'est ça. Il y a en effet cet épisode que je raconte dans le livre. Il avait un frère aîné qui était vraiment le contraire de lui. Ah oui, j'ai vu ça. Qui était Pas tout à fait les mêmes valeurs. Voilà, pas les mêmes valeurs du tout. Et qui voulait, quand j'étais adolescent, qui voulait que je fréquente les milieux huppés de Neuilly, Les rallyes, hein. Les sortes de rallyes, qui voulait que je porte un smoking dans je ne sais quelle circonstance. Et mon père était mais radicalement... Il disait rien devant lui, vous le disiez après, hein, c'est ça? Il me le disait après, mais un jour il s'est fâché, oui. Hein, et alors, donc son parcours, ses combats, ça vous a inspiré et vous les avez toujours en vous. Hein. Et puis il y a votre petite maman, ses livres, sa bibliothèque. Hein. Et c'est elle qui vous annonce la mort de votre papa quand vous êtes au Mexique. Là, il y a trop d'informations à la fois. Là, vous me tournez la tête. Là, ouais. Mais non, les livres, c'est important parce que même dans une grande bibliothèque comme la mienne, j'ai une bibliothèque qui vit depuis 50 ans, depuis même plus 60 ans. J'ai beaucoup de livres. Elle a une base, elle a des piliers secrets, une grande bibliothèque. Et les piliers secrets de ma bibliothèque, c'est les livres de ma mère. Quand j'ai eu 15 ans, elle m'a donné sa bibliothèque de jeune fille. Alors, à l'époque, j'avais l'impression que c'était un grand nombre de livres. Et elle m'a donné peut-être 100 livres, mettons, ou 200 livres. C'était 100% de bibliothèque. Au fur et à mesure que les années passent, évidemment, ils se diluent. Ces 100 livres ou ces 200 livres d'origine, ils sont maintenant dispersés dans la bibliothèque. Et néanmoins, il suffit que j'entre dans la pièce ou dans les pièces où sont mes livres. Et ça vous apparaît. Et je suis aimanté par la présence de ces livres, comme s'ils avaient une petite lumière phosphorescente. Les livres de ma mère, donc dispersés un peu partout, il y a une lumière secrète qui fait que je pourrais, même aveugle, même la nuit, je pourrais me diriger à tâtons vers eux. Parce que la lecture, c'est essentiel. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Ce n'est pas une valeur qui est dans la tête. Ah, dans la tête des Juifs, oui. Des gens. Pas seulement des Juifs. Il faut parler des de tout le monde. Hein, oui, mais en tout cas. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt les téléphones, les ordinateurs. Ça dépend. J'ai des jeunes camarades autour de moi, des jeunes normaliens. Mais tout le monde n'est pas normalien. Et non normalien, mais je pense à Nathan Devers, je pense à votre fils, qui sont aussi liseurs, aussi amoureux des livres que nous pouvions l'être à leur âge. Donc je crois que c'est un cliché. C'est un cliché, en tout cas, c'est en perte de vitesse. En tout cas, c'est important, c'est essentiel. C'est peut-être en perte de vitesse, mais disons qu'il y a autant d'hommes livres et de femmes livres, de jeunes femmes et de jeunes hommes qui pensent que la vraie vie est dans les livres aujourd'hui que quand nous avions 20 ans. Il n'y en a pas moins. Alors,
Vos insomnies, on revient à vos insomnies, donc au centre du livre. Bah, il y a aussi le poids de l'âge, je suppose. La peur de l'après, la peur de la mort. Hein, parce que là, vous atteignez la 75 ans. C'est un âge, pour vous, qui représente quelque chose. Oui, ça représente. Oui, mais ça, je le dis dans le livre aussi. Bah, c'est l'âge où. Enfin, je l'ai passé. Hein. Non, je l'ai passé. Oui, bien sûr. Mais c'est l'âge où ma mère et mon père sont morts, en effet. Ouais. Donc c'est une année. Voilà. Quand j'ai passé les 75 ans, c'est-à-dire il y a quelques mois, quand j'ai eu 76 ans, d'une certaine manière, j'ai eu un soupir de soulagement. Je me suis dit que j'avais passé le cap de toutes les tempêtes. De toutes les tempêtes. Et alors, c'est Philippe Solers qui vous dit, si tu es insomniaque, c'est parce que tu as vu trop d'horreur. Oui. Hein, c'est ça aussi. Il voit juste là. Je crois pas que ça, justement, je cite cela et j'écarte l'hypothèse. Je crois pas. Je crois que c'est trop facile de dire ça. Ouais. C'est vrai que j'ai vu des horreurs, mais je crois pas que c'est pour ça que je suis insomniaque. Non. Je suis insomniaque pour les raisons que je disais en commençant. Et alors, c'est toujours encore personnel, après on parlera du reste. Quand on vit, comme c'est votre cas depuis des années, des campagnes de haine, de menaces, de dénigrement, comment on vit ça ? Parce que vous y faites allusion aussi dans le livre. J'y fais allusion, bien sûr, oui. Quand vous constatez cette haine dont vous êtes l'objet, cette haine, est-ce que ça vous empêche de dormir ? Alors, je vais vous dire, non, ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne m'atteint pas au sens propre du terme, ça ne m'entame pas. C'est-à-dire que les campagnes dont vous parlez, il y a les campagnes sur les réseaux sociaux, machin, mais il y a même des campagnes plus articulées. Il y a des gens parfois respectables qui me détestent ou qui écrivent des horreurs sur moi. Eh bien, étrangement, ça ne me fait pas de mal. Voilà. Ça vous renforce ? Non plus. Ça ne m'atteint pas, ça passe à côté. Mais ça fait peut-être du mal aux gens qui vous aiment. Voilà, ça fait du mal à mon entourage. Je me rappelle l'un de mes 2 enfants, petit, rentrant de l'école maternelle en larmes, parce que... Maternelle ? Non, l'école maternelle, l'école communale, mettons. Oui, mais peut-être maternelle. Parce que l'instituteur avait eu un mot de trop sur leur père, quoi, voilà. Et ça, c'est d'une violence... Donc ça remonte à quoi, qu'une quarantaine d'années ? Ah oui, ça remonte à très longtemps. Ouais. Et ça, c'est d'une grande cruauté, de faire vivre, d'imposer ça de la part d'instituteurs aux enfants. Et évidemment que ça m'avait fait du chagrin. Mais en ce qui me concerne, je dis ça, je crois, dans le livre, je suis inifugé. Vous savez, inifugé, c'est-à-dire le feu ne me brûle pas. Vous êtes protégé. Et je suis protégé. Et je me sens protégé par ailleurs. Alors, vous dites que vous avez une philosophie de l'histoire et de l'action qui fait qu'à peu près peu de choses sont impossibles, qu'un individu peut renverser les choses. On comprend, ou j'ai compris, peut-être je me trompe, que cet individu, c'est vous. Est-ce que vous avez une âme de sauveur, Bernard Lévy ? De sauveur, évidemment pas, bien sûr que non. Mais en revanche... Parce que vous en avez renversé pas mal de choses, hein ? Mais en revanche, j'ai une âme d'activiste. C'est-à-dire, je crois qu'il faut pas baisser les bras, jamais. Je crois que même quand la tempête souffle, il faut garder la tête droite et continuer de tenir son cap et qu'on peut passer la tempête. Je ne sais pas, après le 7 octobre, par exemple, et jusqu'à maintenant, où les amis d'Israël, juifs ou non juifs, avaient le sentiment que le monde entier était contre eux, vous parliez de Solitude d'Israël quand même, hein ? Oui. Eh bien, j'ai écrit Solitude d'Israël, j'ai tenu le cap de la protestation contre cette solitude, j'ai continué de dire ce qui me semblait être la vérité. Vous voyez, je ne me plie... Au fond, les pires des collabos, c'est les gens qui collaborent avec l'histoire avec un grand H, qui disent... Ça veut dire quoi ce que vous dites là ? L'histoire a un sens, donc on se couche, on épouse le sens de l'histoire. Le vrai esprit collaborationniste, c'est pas de collaborer... Il y a évidemment collaborer avec un pouvoir fasciste, évidemment, mais il y a un collaborationnisme métaphysique qui consiste à penser... Il y a une tendance, il y a quelque chose qui est inévitable, un vent qui souffle, eh bien on va dans le sens du vent. Ça, c'est la vraie collaboration. Et ça m'a toujours répugné et j'ai toujours pensé que mon devoir d'écrivain était de protester de m'insurger contre ce collaborationnisme-là. Alors, si je vous ai posé la question sur le sauveur BHL, c'est parce que je voulais parler de Trump. Est-ce qu'il peut être le sauveur du monde ou tout le contraire,
qu'il s'agisse de l'Ukraine, du Proche-Orient ou de l'Europe. C'est vos 3 combats. Ukraine, Proche-Orient, Europe. Est-ce que le monde est plus sûr avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Non. Ou pas? Non. Le monde est au contraire. Enfin, c'est même même terrible parce que j'aime l'Amérique et je hais l'anti-américanisme, donc je déteste mêler ma voix. Là, on sait tous ce qu'on doit aux Américains et à l'Amérique. Hein. Oui, à l'Amérique, et puis j'aime l'Amérique comme idée. Mais Trump, c'est pas possible, quoi. Il fait entrer l'Amérique et après elle le monde dans une zone de turbulence extrême et très dangereuse. Et le vrai danger, le plus dangereux, c'est Donald Trump ou Elon Musk? Il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à décider entre les deux. C'est Donald Trump qui est élu, c'est lui qui donne le tempo, et c'est lui qui donne surtout à ce règne sa coloration et sa brutalité. Comprenez, pour ce qui me concerne, je suis terriblement anxieux du tour que prend le monde. Cette espèce de brutalité généralisée, ce règne du tout est permis pour les autocrates, que ce soit Erdogan, que ce soit Poutine, que ce soit les autocrates du monde arabe. Enfin, on est entré depuis 10, 15 ou 20 ans. Et vous en parlez depuis des années. Et j'en parle depuis longtemps. Quand c'est le chef du monde libre qui s'aligne sur cette brutalité et qui donne l'exemple, alors il y a quelque chose là d'essentiel qui a lâché. Le Groenland. Ben oui. L'Ukraine? Oui. Hein? L'Ukraine, c'est encore autre chose. Mais il veut imposer la capitulation de l'Ukraine face à la Russie. Il veut imposer. On verra. J'en ai peur. Mais là, pour l'instant, il y a quelque chose qui est tangible, là, qui s'est passé ces derniers jours. C'est cette façon qu'il a de s'adresser à ses alliés, c'est-à-dire aux Européens, de les brutaliser, de leur dire le Groenland c'est comme ça et c'est à prendre ou à laisser. Il y a là vraiment quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'Occident. Et on reparlera du Proche-Orient parce qu'il y a aussi la vision Trump du Proche-Orient et son action éventuelle au Proche-Orient. Elon Musk, il fait campagne pour l'AfD en Allemagne. Qu'est-ce que vous inspire cette croisade de Musk en faveur de l'extrême droite, tout simplement? Là encore de l'inquiétude et du dégoût, parce que c'est au-delà de l'AfD. C'est Musk qui vous inspire de l'inquiétude et du dégoût, ou c'est sa façon de parler? C'est sa façon de dire, par exemple, que l'Allemagne doit en finir avec la mémoire. En gros, avec la repentance. Avec la repentance, que le passé est passé, que tout ça est de la vieille histoire. Qu'est-ce que vous voulez? Je me suis battu... Donc c'est ce que disaient les leaders de l'AfD. Hein. Il faut préciser aux auditeurs ce qu'est l'AfD. C'est même pas un parti d'extrême droite, c'est un parti néo-nazi. C'est un parti d'extrême droite nostalgique du nazisme, en effet. Et c'est un parti politique important qui prétend trancher une fois pour toutes dans ce qu'on a appelé le débat des historiens en Allemagne, c'est-à-dire est-ce que la blessure d'Auschwitz est une blessure qui saignera jusqu'à la fin des temps ou est-ce que c'est une blessure qui doit être refermée hein? C'est une querelle qui divise l'Allemagne depuis 20 ou 30 ans. Jusqu'à présent, elle avait été arbitrée dans le bon sens, c'est-à-dire que il y avait, sans parler de responsabilité des rejetés sur les fils, ainsi de suite, mais il y avait le sentiment en Allemagne que cette plaie-là était ouverte. Et ce sentiment était bon. C'était un sentiment qui faisait rempart. Et puis cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Arrive Musk qui dit aux Allemands, vous n'avez plus de complexe à avoir, vous n'avez plus de honte à ressentir, là, vous pouvez tourner la page. C'est une régression épouvantable. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? C'est donc à moins d'un mois des élections allemandes, donc c'est le 26 février, si je ne me trompe pas, l'AfD, le parti donc d'extrême droite néo-nazi, a voté 2 résolutions parlementaires de Friedrich Merz, le patron de la CDU, 2 résolutions anti-immigration visant notamment à rétablir de manière permanente les contrôles aux frontières. Les autres partis ont voté contre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça veut dire que l'Europe des pères fondateurs est en danger ? Ça veut dire que la ligne Musk a gagné, qu'il a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire contribuer à
à remodeler le paysage politique allemand et européen. Ça veut dire que l'Europe est peut-être, je dis ça avec crainte et tremblement, en train de voler en éclats. Et ça veut dire que l'Europe des pères fondateurs ou l'Europe et ça veut dire que les valeurs sur lesquelles l'Europe s'était fondée, ces valeurs-là sont en train de s'effriter, voire de s'effondrer. On est dans un moment terrible et personne ne peut... Il n'y aura pas de gagnant à ce jeu-là. Et l'Europe, que peut faire l'Europe ? Est-ce que d'autres pays, éventuellement la France, peuvent rétablir la situation ? Est-ce que c'est l'heure de la France ? C'est l'heure de qui voudra reprendre le sceptre. C'est l'heure de qui aura la belle audace historique de reprendre le flambeau. Mais en effet, c'est l'urgence. Alors le flambeau que vous avez repris il y a 16 mois, enfin vous ne l'aviez jamais perdu, c'est le flambeau d'Israël. Hein. Vous avez publié l'an dernier un livre particulièrement émouvant, Solitude d'Israël. Est-ce que ça aussi, ça vous empêche de dormir ? Ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Vous savez, moi, je suis l'un des premiers non-israéliens à être entré à Kfar Aza. Je le rappelle dans ce livre. Et les images de ce que j'ai vu cet après-midi-là à Kfar Aza, je vis avec depuis. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Il n'y a pas une nuit où ça ne me hante pas. Les fantômes de Kfar Aza, ils peuplent ma vie depuis le 10 ou le 11 octobre de 2023, bien sûr. Et est-ce que vous pensez, puisqu'on a vu ce qu'a décidé d'ailleurs déjà Trump, les décisions qu'il a prises, les demandes qu'il fait, est-ce que vous comptez sur Trump pour régler le problème, pour régler la situation ? Est-ce que ce qu'il fait, ce qu'il envisage au Proche-Orient, ça va dans le bon sens ? Pour l'instant, je compte le problème. D'abord, le problème ne sera jamais réglé, c'est-à-dire que les morts sont morts, les otages... Et l'après, on parle de l'après. Attendez, non mais les otages, même libérés, porteront la blessure de leur captivité jusqu'à la fin de leur jour. Et on le voit dans leurs yeux lorsqu'ils sortent des tunnels sous les ourvaries et sous les huées de la foule palestinienne. Et on voit bien qu'il y a quelque chose en eux de cassé. Donc ce problème-là, personne ne le fixera, comme disent les Américains. We'll fix it. Non, ça, personne ne le fixera. Après, le remodelage de la région, la pacification de la région, je compte pour l'instant, et j'ai eu raison, sur une force qui est l'armée d'Israël. Alors, c'est l'armée d'Israël qui fait que le Liban est décolonisé, qui fait que le Hamas est vaincu, qui fait que... que Assad est tombé, sans doute, aussi. Et qui fait que Bachar al-Assad, immense meurtrier... et que l'Iran est en mauvaise posture. Et que l'impérialisme iranien est terriblement affaibli. Et si je vous parlais tout ça, on le doit ni à Trump, ni à un autre, on le doit vraiment à Tzahal. Donc restera, entre guillemets, réglé le problème iranien, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que le Proche-Orient peut vivre dans la paix avec une bombe atomique iranienne ? Non. Ni le Proche-Orient, ni le monde ne peuvent accepter un Iran nucléarisé. C'est pas possible, ça. Donc on va voir comment il faut régler le problème. Comment se réglera le problème ? C'est pas il faut, comment se réglera le problème ? On ne peut pas imaginer un Iran dirigé par des fous de Dieu et doté de l'arme nucléaire. Voilà. Alors, on avance, et je cite un autre passage de ce livre, Nuit blanche. Je sais pas, c'est peut-être une réflexion de la nuit d'ailleurs. Hein. Vous avez décrit une armée israélienne exemplaire, notamment dans le précédent livre, ce qui vous a valu les pires attaques. Les pires attaques. Et vous écrivez dans ce livre que la mort des enfants palestiniens, ça vous empêche de dormir. Je vous cite. Bien sûr que je m'en soucie, et bien sûr qu'ils me travaillent, me hantent, et pour tout dire, mais ça leur ferait trop plaisir, m'empêche en effet de dormir. Et c'est la version, puisqu'il y a la version BH jour et BH nuit. Ça, c'est la version BH nuit ou c'est la version BH tout court ? Non, en tout cas, vous y pensez la nuit. C'est le BH de la nuit, bien sûr, j'ai passé ma vie à tenter de défendre les innocents. J'ai passé ma vie à
à dire que la mort d'un enfant est la tragédie absolue, donc je ne change pas d'avis. Et donc Gaza, pareil. Les enfants de Gaza, oui, les enfants de Gaza, leur mort est quelque chose de terrible. Et il faut être un salaud c'est ce que vous écrivez, je crois, dans le livre. Ou un barbare, voilà, pour ne pas être ému, pour ne pas être bouleversé. Ça, c'est une réponse à tous ceux qui disent BHL est un salaud. Hein? Oh bon, je ne sais pas si ils disent même sioniste, génocidaire oui, en entendant ça. Oui, génocidaire, salaud, mais c'est même pas une réponse. C'est ce que vous avez en vous. Voilà. Je ne réponds en général à personne. Enfin, je réponds dans les débats philosophiques, que je suis toujours là. Mais les insultes, je ne réponds jamais. Ça, c'est une règle. Vous observerez, ça fait en 50 ans de vie publique et de littérature, j'ai très rarement polémiqué, en tout cas avec des connards. Non, c'est pas ça. C'est le fond de. On va parler des connards. Le fond de ma pensée. Ouais, alors, vous racontez un épisode aussi curieux dans ce livre. C'est une rencontre avec Netanyahou. Benjamin Netanyahou, pardon, qui vous propose, parce que vous avez à peu près le même âge, de vous faire poser le même pacemaker que lui, issu de la haute technologie israélienne. Ah, j'ai appris d'ailleurs qu'il y avait des pacemakers provenant de la haute technologie israélienne. Enfin, je m'en doutais un peu. Et il vous dit quoi, Bernard Lévy? En effet, c'est quelques mois après le 7 octobre. J'ai toujours eu des relations cordiales avec Netanyahou, même si je suis le plus souvent en désaccord avec lui. On a des relations anciennes et cordiales et très anciennes, qui datent du début de sa carrière politique. Et ce soir-là, je parle place des otages à Tel Aviv. Et voilà, je pense que ça doit buzzer un petit peu. Je reçois un coup de téléphone de son cabinet me demandant si je suis là. J'ai écouté, je rentre demain à Paris par le premier avion d'El Al. Et la personne au bout du film me dit venez tout de suite. Et donc j'arrive dans ces bureaux déserts. Il est très tard, il est minuit. Et il vous dit quoi? On parle politique. Ouais. Je lui dis ce que je pense. Ouais. Il me demande mon avis d'ailleurs sur la manière dont se déroulent les choses. Et puis brusquement il me dit comment allez-vous? Je lui dis écoutez bien. Est-ce que vous êtes en bonne santé? Je lui dis écoutez, je crois. Il me dit moi j'ai eu un problème cardiaque. J'ai dit je sais. Il me dit on m'a posé un pacemaker. J'ai dit je crois que je le sais aussi. Il me dit est-ce que vous avez un pacemaker? J'ai dit non merci, j'ai pas besoin. Il me dit mais vous devriez quand même. J'ai dit non pas encore. Il me dit mais si, on doit se faire poser un pacemaker, y compris quand on est en bonne santé, parce qu'on se sent safe. Et je lui dis, écoutez, vraiment, non, vous êtes gentil d'insister, mais honnêtement... Et il vous parle du pacemaker et il me dit, mais non, réfléchissez à deux fois. Nous avons ici, j'ai moi-même dans ma poitrine un pacemaker extraordinaire. La fine fleur de la technologie israélienne. Ouais. Vous verrez comme vous vous sentirez bien après. Et là, il a cette phrase incroyable, qui est terrible. Il me dit, écoutez, ce pacemaker, il est tellement extraordinaire que même après ma mort, mon cœur continuera de battre. Je vous cite précisément, le produit est si bon que mon cœur, après ma mort, depuis le tombeau, battra encore. Voilà. Et alors, vous faites le parallèle avec Mitterrand et les forces de l'esprit. C'est l'équivalent de Mitterrand. Quelques mois ça vous a surpris, avant de quitter le pouvoir, enfin quelques jours même, dans ses derniers vœux aux Français, où Mitterrand dit « Je crois aux forces de l'esprit et où que je sois demain, je continuerai d'être avec vous ». Il est mort un an après. Mais bon... Mais il a quitté le pouvoir quelques semaines après. Mais ça vous a effrayé? Il y avait quelque chose de glaçant. L'idée, glaçant... Pas très juif d'ailleurs, l'idée d'un cœur continuant de battre comme ça à l'infini dans la maison des fils des enfants d'Israël. Il se prend pour le Messie? Non, pas pour le Messie. Non, je crois pas du tout. Non, je crois pas. Mais il y a quelque chose. Cette phrase m'a. C'est de la folie? C'est pas de la folie, non. Mais la phrase m'a saisi en tout cas. Mais est-ce que quand on voit la mort ainsi, comme Netanyahou la voit, on peut être l'homme de la paix? Elle est peut-être stupide, ma question, mais je la pose quand même. Écoutez, l'histoire des peuples est pleine de surprises, et l'histoire d'Israël aussi. Vous savez, est-ce qu'on aurait imaginé que Begin puisse être l'homme de la paix?
est-ce que Sharon, que j'ai assez bien connu aussi, Rabin. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, il pourrait faire ce geste de paix qui a consisté à sortir de Gaza. Rabin, qui était un général implacable, signataire généralement en de la Israël, Convention. c'est les généraux qui font la Donc, paix. on ne sait jamais. Mais bon. Honnêtement, on ne sait jamais. Netanyahou, Dieu sait que avant le 7 octobre, j'étais quand j'étais en Israël, dans les manifestations du samedi contre la réforme judiciaire. Tout ça, si j'étais israélien, je serais dans le camp de ses opposants. Mais je suis obligé d'admettre que cette guerre, sur les 7 fronts où il la mène, il l'a pas si mal menée. Après on passera à un autre sujet, mais est-ce que vous croyez, est-ce qu'il est possible encore, avec les mêmes dirigeants côté israélien et côté palestinien, d'aboutir à la paix? Côté palestinien, non. Ouais. Bien sûr côté que non. israélien, ouais. Côté israélien, oui, bien sûr. Ouais. Côté israélien, Donc c'est la question de Netanyahou. les dirigeants disent... Il n'y a pas de parallèle entre non, mais c'est une question. Non, mais Est-ce qu'il faut changer la donne ou pas? mais il faut... Non, attendez. Il n'y a pas de paix possible avec les dirigeants palestiniens. Et en Israël, il y a des élections. Soient. Et en Israël, il y a des élections. Israël, c'est autre chose. Israël, il y a des élections, il y a des majorités, il y a des trucs, il y a un parlement, il y a une Knesset, il y a une démocratie exemplaire. Donc ça n'a rien à voir. On avance. 80 ans après la libération d'Auschwitz, c'était lundi 27 janvier. Est-ce que c'est toujours la Shoah qui peuple vos nuits, Bernard-Henri Lévy? En partie. Évidemment. Moi, je fais partie contrairement à Elon Musk, je fais partie de ceux qui pensent que le passé ne passe pas. Et d'ailleurs, vous avez Je fais partie de ceux qui pensent, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y a des plaies qui ne doivent pas se refermer. Et bien justement, la plaie antisémite, elle se rouvre. Pour parler de plaie. L'antisémitisme, vous avez eu cette expression, elle renaît de nos cendres. L'antisémitisme prospère. Et vous dites, l'antisémitisme est en train d'incendier nos âmes. Nos âmes, pas les nôtres, enfin les âmes de certains. Oui. Nos âmes, enfin au sein des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que peut-être parce que certains veulent refermer les portes du passé et les portes de l'enfer, un antisémitisme décomplexé revient. Regardez, on parlait de l'Allemagne, mais regardez la France, la France insoumise, Rima Hassan, Mélenchon, tous ces députés insoumis. On est là face à un antisémitisme massif, épais et surtout décomplexé. Décomplexé, oui, décomplexé, c'est le terme que vous employez. Et je vous cite, je vomis Mélenchon, ses sbires et les antisémites qui l'entourent. Et la vraie question est, qui a le plus changé? Lui, eux, vous dites, eux ou moi? Réponse. Je crois que c'est eux. Parce que vous l'avez connu, Mélenchon, il y a 30 ans. Les valeurs de la gauche, les valeurs du progrès, les valeurs de la laïcité, etc., ils les ont trahis d'une manière absolument ahurissante. Et à mon avis, c'est l'analyse que je développe dans le livre, pas pour des raisons d'opportunisme électoral. Ils les ont trahis pour des raisons très profondes, parce qu'ils n'y croient plus. Ils sont vraiment c'est la gauche d'avant Dreyfus, d'avant l'affaire Dreyfus. C'est la gauche de Jules Guesde, mais c'est la gauche. Oui, c'est une gauche en marche vers Doriot. En marche vers Doriot. Vous considérez aussi, je vous cite, les insoumis sont des salauds. Écoutez, regardez par exemple la manière dont ils se conduisent face à Boualem-Sansal. Voter vote contre, au Parlement européen. Voter contre ou s'abstenir dans le vote au Parlement européen, ces raisonnements tordus qui consistent à dire qu'il est emprisonné, non pas en raison de ses livres, mais en raison de tel article scélérat d'un code pénal lui-même scélérat, d'un État scélérat qui s'appelle l'Algérie. Est-ce que c'est pas raisonner en salaud, franchement? Vous écrivez, cette nouvelle extrême gauche, LFI, est fasciste. Oui. De quoi LFI est-il le nom? De quoi Mélenchon est-il le nom? Mais le fascisme, vous savez, c'est un phénomène historique, mais c'est aussi une catégorie de l'entendement politique. Quand vous avez le culte de la brutalité, le culte de la force, la haine
des valeurs Vous libérales. parlez de Mélenchon ? Oui, je parle des insoumis. Quand vous chahutez le parlementarisme, quand vous faites insulte aux valeurs de la République en permanence, ça s'appelle comment ? Vous êtes dans l'héritage du fascisme. Du fascisme. Et vous écrivez aussi « Je n'y peux rien si cette gauche, donc LFI, est devenue si bête ». Qu'est-ce que ça veut dire, si bête ? Si bête, ça veut dire qu'en plus, ils comprennent... Dangereuse ? Non, mais dangereuse. Évidemment, je viens de vous le dire, mais en plus bête, dès que vous les interrogez, ils savent à peine où se trouve Gaza et quelles sont les frontières de tel ou tel État de la région. Rappelez-vous, Madame Soudet, ce rire idiot. Le 8 octobre. Hein, oui, ce rire idiot qu'elle a eu et qui a été sa réaction à l'une des pires atrocités du 7 octobre. Est-ce que c'est pas de la bêtise, ça ? Ce rire-là, voilà, prenons cet exemple-là. Est-ce que c'est pas un symptôme de bêtise ? Il y en a beaucoup d'idiots utiles chez la France Insoumise. Mais pas, oui, d'idiots utiles, je ne suis même pas sûr qu'ils soient très utiles, mais il y a les deux. Ce sont des gens qui sont irresponsables, qui sont cruels, qui sont fidèles, qui sont dans un lignage horrible, mais qui en plus sont très bêtes. Alors, et pardonnez-moi, mais j'ai connu des époques où l'extrême gauche, ça je le dis aussi, où l'extrême gauche, elle commettait de grandes erreurs, mais enfin, elle avait une autre allure intellectuelle tout de même. Il y avait l'extrême gauche des années, à l'époque de 1968, c'était un peu une aristocratie de l'esprit. Là, on n'est pas dans l'aristocratie de l'esprit. Vous parlez de vous, là ? Non, je ne parle pas de moi, je parle de mon ami André Glucksmann, je parle de Benny Lévy, vous citez aussi Philippe Delfaux dans le futur secrétaire de Sartre. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui pour la démocratie, pour la France, pour le vivre ensemble et pour les Juifs ? C'est Jean-Marie Le Pen et les filles ou c'est Marine Le Pen et le Rassemblement national ? Parce que à un moment, Jean-Marie Le Pen et les filles, vous avez dit. Ah, j'ai dit Jean-Marie Le Pen, pardon. Oui, Jean-Luc Mélenchon, c'est un lapsus magnifique. Oui. Comme le dit mon camarade Étienne Gernel dans le point de cette semaine, ou non, c'est peut-être Gisbert d'ailleurs. Ouais. Jean-Marie Le Pen est revenu et il s'appelle Rima Hassan. Il s'appelle Rima Hassan. Ouais. Voilà. Donc on est dans un moment de telle confusion des valeurs, mais vous savez, c'est le propre d'ailleurs, c'est comme dans les années 30. Hein. Dans les années 30, l'extrême gauche et l'extrême droite échangeaient leurs discours, échangeaient leurs emblèmes, etc. Et justement, on est revenu dans une situation de même sorte. Je cite un passage du livre, une autre citation de BHL, je ne sais pas si c'est BHL la nuit ou BHL le jour. « Ça me dégoûte ce qui se passe dans mon pays. 5 accords suffisent, dit une croyance toltèque, pour détacher l'âme d'un corps. 5 lettres ici suffisent, celles de LFI et du RN. Et c'est l'âme de la France qui se détache. » Oui. Traduction. Traduction. La France a une âme. Cette âme est grande et elle ne s'incarne ni dans le RN ni dans LFI. Vous avez là deux partis. Attendez. Vous avez là deux partis qui, pour des raisons différentes, insultent la grande idée qu'est l'idée de la France. Rapidement. Le Pen, Mélenchon, second tour, la présidentielle, qu'est-ce que vous faites ? Mais ça n'arrivera pas. Et je me refuse à envisager cette hypothèse. Et entrer dans cette discussion, entrer dans ce débat, c'est déjà une erreur parce que c'est déjà le favori. Il y en a qui sont entrés dans ce débat, notamment Serge Klarsfeld. Mais bon, on passe à autre chose, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On lit dans ce livre que vous échangez par télégramme, donc la messagerie télégramme, avec Emmanuel Macron. Que s'écrivent deux insomniaques la nuit ? Je le dis pas dans le livre. Je veux pas le dire à votre. Vous échangez des secrets ou pas ? Non. Enfin, non. Je ne suis dépositaire d'aucun secret et voilà. Mais non, des idées, pas des secrets. Et vous êtes toujours macroniste parce que vous avez voté Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Est-ce que vous êtes un déçu du macronisme ou pas ? Je ne regrette pas d'avoir voté pour Macron ni en 2017 ni en 2022. Je vais vous dire ça. Et depuis 2022 ? Mais je ne regrette pas d'avoir voté pour lui. Ouais. Est-ce qu'il est à la hauteur de l'histoire, Macron ? La démocratie, c'est pas le règne du souverain bien, c'est le règne du moindre mal. Quand je regarde le paysage politique dévasté d'aujourd'hui et quand je regarde les perspectives qui nous sont offertes pour la prochaine élection, honnêtement, je me dis que c'est bien qu'on ait Macron aujourd'hui. Voilà. Pourquoi ?
Parce qu'il fait rempart. Il fait rempart. Rempart contre qui? Et pourquoi? Il fait rempart à ceux que nous venons de citer et qui se ressemblent comme des jumeaux. Le Pen et Mélenchon. RN, LFI, oui. Voilà. Ou bien des femmes et des hommes politiques qui ne me semblent pas animés par le souci du bien public, qui sont animés par des intérêts de boutique, par des plats de lentilles électoraux, par la volonté de sauver leur siège. C'est quand même ça la vie politique française. Entre autres, oui, mais je parle de toutes les discutailleries auxquelles on assiste depuis 1 an ou 1 an et demi, et y compris ces jours-ci autour du budget, où on a vraiment l'impression qu'un grand nombre de personnages politiques ont plus le souci de leur réélection que le souci de C'est ce qui vous fait dire que Mélenchon est un salaud. Si je dis que Mélenchon est un salaud, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'il est devenu, aujourd'hui, il a noué des liens avec la mémoire antisémite française. C'est pour ça que c'est un salaud. Mitterrand, Sarkozy, Hollande, Macron, quelque part, est-ce que vous n'êtes pas attiré par les ors du pouvoir? Et est-ce juste de dire que vous êtes narcissique? On vous dit ça souvent. Écoutez, mais les ors du pouvoir, ça vous attire ou pas? Les ors du pouvoir, s'ils m'attiraient, je le saurais. Et non, je n'ai pas de... Je n'ai pas de décoration, je ne me suis jamais présenté. Oui, je ne me suis jamais présenté à l'Académie française. Je ne participe, sauf une fois, au Maroc, jamais à des voyages officiels sous quelque président de la République que ce soit. Honnêtement, le pouvoir ne me fascine pas. On arrive à la fin de l'émission. On va rallonger un peu de 2 minutes l'émission. Vous citez, en fin de livre, Stéphane Zweig et son livre qui date de 1914, Le monde sans sommeil. Plus longs les jours, dit-il, plus longues les nuits. Le monde est-il, Bernard Lévy comme vous, sans sommeil? J'ai l'impression, oui. On vit dans un monde, à la fois celui des réseaux sociaux, mais celui aussi de cette espèce de de roulement de tambour planétaire et de tumulte planétaire dans un monde qui ne dort plus. Qui ne dort plus, mais est-ce qu'en dépit de ce que nous vivons, de ce monde qui ne dort plus, de ce que nous avons vécu depuis le 7 octobre, en dépit des barbaries à visage humain ou inhumain que vous avez traversé depuis 50 ans, est-ce que vous êtes optimiste? En tout cas, je ne suis pas découragé. Voilà. Je ne suis pas découragé et je pense que le découragement est un vice de l'esprit. Que le découragement est une faute morale. Il ne faut pas être découragé. Et puisqu'on arrive à la fin de l'émission, puisqu'au début de l'émission, vous avez dit c'est quelque part peut-être le début de mes mémoires. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de vous? Qu'on dise de vous plus tard? Que j'ai été fidèle à moi-même toute ma vie, fidèle à mes valeurs, que je n'ai fondamentalement changé d'avis sur rien. Je ne me suis jamais renié. Je ne crois pas avoir cédé à l'esprit du temps. Je ne pense pas m'être couché devant quelque puissance que ce soit. Voilà, j'ai essayé de tenir mon cap. Merci en tout cas. Mais par ailleurs... l'aventure n'est pas finie. Non, bien sûr, mais je veux dire, loin de là. Et l'autobiographie et les mémoires, elles ne font que commencer avec je mais je vous pose la question parce que vous dites... Il y aura quelques tours encore à venir. Peut-être 10, 20, 120. On dit jusqu'à 120 ans. Peut-être 120. En tout cas, avant de conclure, j'appelle Bernard-Henri Lévy, votre livre, Une nuit blanche, est publié comme tous les autres. Je crois qu'il y en a combien? 48 50, ça doit être de cinquantaine. Chez Grasset. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.